Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Aurore, que vous connaissez peut-être à travers son compte Instagram Buddhi Ayurveda. Aurore est thérapeute en Ayurveda et professeure de Hatha Yoga. Elle nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous sur le podcast Ayurveda pour vous donner un maximum de conseils et astuces pratiques pour booster votre système immunitaire en plein cœur de la saison hivernale. Bonne écoute! Bonjour Aurore, bienvenue sur le podcast. Salut Nat, merci de me recevoir aujourd'hui. On est contente de te recevoir. Lorraine disait un petit peu en intro que tu es donc thérapeute en Ayurveda et prof de Hatha Yoga et tu as un compte Instagram qui s'appelle Buddhi Ayurveda. Comment est-ce que tu es arrivée à l'Ayurveda? C'est quoi ton parcours? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Écoute, moi je m'appelle Aurore, je suis métisse franco-indienne. Donc c'est vrai que pour moi la norme ça a toujours été un grand mix de cultures à la maison. Et puis la culture indienne en a fait bien évidemment partie. J'ai reçu beaucoup de conscience ayurvédique par ma mère depuis que je suis toute petite. Ma maman a toujours cuisiné avec beaucoup d'épices, des feuilles de curry, du cumin, du curcuma. Elle a toujours beaucoup nettoyé notre maison avec du sambrani, en fait, qui est un encens purifiant. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vues, mais que j'ai pas forcément compris quand j'étais plus petite. Beaucoup de massages aussi, l'huile d'amla, notamment pour le massage crânien, etc. Et puis mon père, lui, de son côté, c'est un grand passionné aussi de l'Inde. Il pratique le Hatha Yoga depuis plus de 40 ans. Et c'est un grand passionné également de Sri Aurobindo, qui est un philosophe et érudit indien. C'est d'ailleurs de là que je tiens mon prénom. Voilà. Et donc, quant à moi, moi, j'ai suivi un peu mon petit bout de chemin et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie de la cosmétique et de la parfumerie. Je me suis éclatée. J'ai eu des jobs extrêmement nourrissants. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu des fonctions commerciales, beaucoup de management d'équipe à l'international avec des personnes formidables, beaucoup de coaching également et de formation. Et puis voilà, après on grandit dans sa vie de femme, on grandit aussi intérieurement. Voilà, la vie s'articule un peu différemment. Je suis aussi devenue maman une première fois et puis je trouvais un peu moins de sens dans ce que je faisais. J'avais aussi changé d'entreprise et vraiment les valeurs de la boîte me parlaient pas. Je me sentais pas du tout alignée. Et ce qui a un peu accéléré le changement, c'est l'arrivée de mon deuxième enfant, de ma fille, qui arrivait 10 semaines en avance, plutôt que prévu. Et là, ça a été vraiment le catalyseur pour moi de me dire, allez, je change en fait. Je suis plus alignée, c'est plus ce que je veux. Et cette petite fille qui arrive comme ça est en train de me dire que je vais pas dans la bonne direction. Donc voilà, du coup, je me suis dit, ok, allez, on se réoriente. Et puis naturellement, je suis retournée à la source, à mes origines, et j'avais tout ce savoir ayurvédique, toutes les choses dans lesquelles j'avais baigné. Et je me suis dit, je vais les regarder avec un petit peu plus d'attention. Et voilà, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Je reprends mes études, je fais de l'Ayurveda avec mon bébé numéro 2 dans les bras. Let's go. Et voilà comment ça s'est passé. Donc là, je continue toujours mes études. Moi, je suis diplômée de l'école d'Atreya Smith, du coup, qui est basée à Lausanne. C'est un super enseignement. J'apprends énormément de choses et je continue d'apprendre parce que, comme pour vous, c'est juste, voilà. Savoir continue. Exactement. Je pense que ça ne s'arrête jamais. Et puis, vraiment, moi, ce qui me motive, c'est l'envie de transmettre des outils pour apprendre à s'écouter intérieurement, incarner sa propre médecine, reprendre un peu son pouvoir aussi d'auto-guérison. Et c'est ce que je dis très souvent aux personnes qui viennent me consulter, c'est
vous savez en fait. Soyez à l'écoute, vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur thérapeute. Retrouvez ce pouvoir-là. Pourquoi ? Pour atteindre un meilleur niveau d'énergie, un bien-être physique, mental, spirituel, pour mieux se donner à soi et aussi mieux donner aux autres, aux personnes qu'on aime autour de nous. Puis peut-être après, avoir une société meilleure. Enfin, voilà, le divin, c'est dans le quotidien, il faut le cultiver. Voilà pour la Exactement. petite introduction. Merci Aurore pour cette intro. Alors tu disais justement que tu aimais transmettre un petit peu des conseils pratiques pour aider au quotidien. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du système immunitaire en hiver, enfin Oui. parce qu'on est dans la période hiver, et comment le booster, comment en prendre soin, mais avant de commencer tout ça et d'aller sur les conseils pratico-pratiques que tu nous donneras un petit peu plus tard dans l'épisode, on va peut-être d'abord redéfinir et expliquer ce qu'est le système immunitaire tout simplement. Oui, absolument. C'est vrai qu'on en parle peut-être pas suffisamment ou qu'il est peut-être pas suffisamment connu, ce système immunitaire. Mais oui, qu'est-ce que ça cause ? C'est vraiment l'ensemble des organes, tissus, cellules, molécules qui vont assurer l'immunité de notre corps. En fait, c'est un peu notre système de défense interne, tout simplement, contre les agressions extérieures, mais aussi contre nos cellules qui, des fois, peuvent dysfonctionner. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne à travers la lymphe. La lymphe, c'est vraiment le liquide qui entoure nos cellules un peu partout dans notre corps. Et sa texture, c'est assez semblable à du plasma sanguin. La lymphe, ça va contenir de l'oxygène, des protéines, des nutriments. Et tout ça va être envoyé vraiment vers le circuit sanguin via les vaisseaux lymphatiques qui vont tout réacheminer. Quand on parle aussi de système immunitaire, on parle de moelle osseuse. Ça, j'y reviendrai aussi avec la vision ayurvédique qui est extrêmement intéressante à ce sujet. La moelle osseuse, c'est vraiment l'organe qui va fabriquer toutes ces petites globules blanches qu'on appelle des lymphocytes. Et c'est un peu notre régiment avec différents types de guerriers qui vont venir nous défendre. On a aussi les ganglions, donc dans notre corps, on en a plusieurs, on en a plus de 600, je crois. Et ça va être des nœuds lymphoïdes qui vont avoir finalement cette action de filtre, tout simplement. Et c'est là aussi où on va venir élaborer la réponse à l'infection si on n'a pas les outils qui sont encore prêts en nous. Donc, où est-ce qu'on a tous ces nœuds lymphoïdes ? On en a dans le cou, on en a également sous les aisselles et dans l'aine aussi, on en a pas mal. Voilà. Pareil, si on continue avec le système immunitaire, on en a deux types. Le premier, avec lequel on est, qu'on appelle l'immunité innée, donc c'est ce qui est acquis dès la naissance. Ça va être quoi ? Ça va être notre peau, nos muqueuses, tout ce qui forme un peu des barrières protectrices. On a aussi cette réponse incroyable qui s'appelle l'inflammation, la réponse immédiate contre une agression. Si on a un petit tissu vascularisé, on va tout de suite voir que le corps réagit, c'est incroyable. Et puis on a après ce qu'on appelle la phagocytose. Alors là, on a toutes connu Pac-Man, je pense. Donc c'est vraiment ça, la cellule phagocyte qui va venir manger, ingérer, digérer, détruire en fait ce petit pathogène qui vient nous embêter. Quand je dis pathogène, je pense bactéries et virus. Voilà, donc ça c'est pour l'immunité innée. Et puis de l'autre côté, on va avoir l'immunité acquise ou adaptative. Donc quand l'immunité innée suffit pas à tuer le pathogène, notre corps va créer une réponse spécifique. Notre corps est juste magnifique et fabuleux. Et donc là, on va avoir le régiment, attention. Le premier, c'est les lymphocytes T pour tueur. C'est eux qui vont vraiment prendre en charge le pathogène et le détruire. Et les lymphocytes B, eux, c'est vraiment les petits chimistes qui vont venir produire, créer ces anticorps pour vaincre la bactérie qui essaye de venir nous coloniser, quoi. Donc, on a déjà un corps qui est merveilleux, hyper intelligent et qui nous protège. Là où j'ai envie de faire maintenant le parallèle avec l'Ayurveda, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est que dans la médecine moderne, on nous dit, ok, majoritairement, la moelle épinière crée nos lymphocytes, donc nos petits soldats. En Ayurveda, on va voir les choses vraiment différemment, puisqu'on a une vision beaucoup plus globale de notre système interne. Tout interagit ensemble, et notamment nos tissus. Nos tissus, c'est ce qu'on appelle les dhatus, et on en a 7. Ces tissus, ils vont vraiment se nourrir les uns avec les autres. On commence par le premier, ça va être le plasma.
et la lymphe, qui sont gérés par le Rasa Dhatu. Tout ça, c'est organisé par Kapha, du coup, par notre dosha Kapha, qui est vraiment l'énergie du lien, du soutien. Et ces tissus, en fait, vont se nourrir les uns les autres. C'est-à-dire que les nutriments vont arriver dans le premier tissu. Et le premier tissu va se nourrir, va rejeter les déchets, et la troisième partie va partir pour nourrir le dhatu suivant, etc., etc. Et quand on arrive au sixième dhatu, le maja dhatu, c'est là où on arrive à la moelle épinière et au système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire que pour bien nourrir nos lymphocytes, pour bien nourrir notre système immunitaire, il va falloir prendre soin de tous nos tissus. Et donc, des tissus, comme je l'ai dit, on en a 7. Il va y avoir le plasma, le Rasa Dhatu, l'hémoglobine, le Racta, le muscle, le Mamsa, la graisse avec le Meda, le Dhatu Ashti, qui est du coup les os, puis ensuite le Masha avec la moelle épinière et le tissu nerveux. Et ensuite, le tissu un peu plus profond, on est vraiment sur le chakra, le tissu reproductif. Voilà pour vous donner un petit peu la vue globale. Donc finalement, qu'est-ce que l'Ayurveda nous dit ? C'est que c'est pas juste quelque chose qu'on prend à part, c'est vraiment une globalité. Et si on veut un bon système immunitaire, ça va passer par plein de choses différentes. Et c'est ce qu'on va voir peut-être un petit peu plus du coup en détail maintenant. Ouais, exactement. Et c'est important que tu nous fasses ce rappel-là, que tu fasses ce rappel-là sur les dhatus, parce que ça nous indique aussi que l'Ayurveda fonctionne beaucoup aussi en termes de prévention. C'est-à-dire que si, là, on est en période d'hiver, donc on fait cet épisode sur l'immunité, mais on met un point d'importance là-dessus à dire que c'est pas seulement l'hiver qu'on va s'occuper de son système immunitaire, on va nourrir tous ces tissus tout le reste de l'année aussi, son système digestif et tout ça pour justement favoriser une bonne immunité en hiver. Exactement. Pourquoi est-ce que en période d'hiver, notre système immunitaire il est un peu plus affaibli ? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'hiver qui fait qu'on est plus sujet aux affections, aux petits rhumes, aux choses comme ça ? Excellente question. On n'en a pas parlé, mais donc effectivement, en Ayurveda, dans les piliers, on parle beaucoup de dosha, dhatu, mala. Donc dosha, c'est vraiment les énergies, les gérants intelligents de notre corps qui sont en lien avec les éléments de la nature. Les dhatus, c'est les tissus, les malas, ce sont les déchets. Et donc, les doshas que l'on a en nous sont également dans la nature et on les retrouve au fil des saisons, au fil de la journée. Et donc là, en ce moment, en hiver, on est à cheval entre deux doshas. On est à cheval entre le vata dosha, qui va être vraiment l'énergie qui fait du coup bouger les choses. On le voit, on a un climat qui est quand même assez variable, assez sec, assez froid, assez rapide. Et puis on a ce vata aussi qui va venir dans notre corps créer aussi une accumulation en fait, ce qui va nous créer des soucis très souvent dans la sphère ORL, pardon. Donc effectivement, rhume, sinusite, la totale, et puis grippe. Et en ce moment, la tendance, c'est Covid. Version Delta. Donc voilà. Donc effectivement, l'hiver, c'est ce côté quand même assez vata qui va un petit peu évoluer et puis qui va passer dans quelques semaines du coup sur un côté avec une énergie beaucoup plus kapha. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus ancré, moins variable, mais quand même extrêmement froid. On va potentiellement avoir tendance à avoir beaucoup plus de congestion. Plus de mucus et c'est ça aussi qu'on va venir travailler avec tous ces bons conseils. Oui, c'est ça, justement, tu disais une accumulation, c'est plutôt kapha du coup qui s'accumule et qui crée tout ce qui est problème ORL, de congestion, d'accumulation dans le corps. Parce que tu as dit vata, mais du coup je reprends juste pour que ça soit hyper clair. Absolument. Ouais, il y a vata qui s'aggrave et kapha qui s'accumule et qui du coup s'aggravera un petit peu plus tard. Tout à fait. Voilà, oui, puisque les trois fonctionnent toujours ensemble. Donc, quand il y en a un qui est en pic, l'autre s'accumule et l'autre redescend. En fait, c'est exactement la roue. Tout est la lié. roue des doshas. Exactement.
Alors du coup, on va passer sur la partie que tout le monde attend impatiemment avec son petit bloc-notes et son crayon pour prendre des notes. C'est un peu les conseils pour booster ce système immunitaire, faire en sorte que nos doshas se sentent bien en nous Oui. et autour de nous. Alors peut-être qu'on pourrait commencer, on va avoir vraiment plusieurs conseils hein, au niveau de l'alimentation, des activités, des tisanes, des épices, etc. Est-ce qu'on commencerait pas par l'alimentation peut-être, qui est souvent celui que tout le monde attend? Oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Soutenir son immunité, ça passe vraiment par avoir une bonne santé intestinale. Et pour augmenter notre immunité, on a besoin d'augmenter notre capacité à digérer et à assimiler nos aliments. Et c'est la fonction de notre feu digestif, le fameux Agni. Ouais. Euh, Surtout que je fais juste une parenthèse, on diffuse cet épisode un peu après les fêtes de fin d'année, donc on a souvent endommagé un petit peu notre système digestif à ce moment-là. oui, oui, tout à fait. Avec un trop plein de nourriture potentiellement. Ouais. Exactement. Ce qui est aussi important, j'aime bien mettre quand même le point dessus, c'est que l'Ayurveda considère que chaque personne est unique et a une capacité digestive différente. Ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est déjà de s'observer, de se comprendre, et puis de commencer par manger ce qu'on est capable de digérer et d'assimiler. Et c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà. Donc je pense que ça, c'est important de mettre le point dessus. Et du coup, durant la phase de digestion, du coup, qui est gérée par Agni, notre nourriture va être du coup transformée en fluide, absorbée dans le sang et puis retransmise un petit peu partout dans notre corps. Ce qui est important également en Ayurveda, c'est la qualité de la nourriture qu'on va utiliser. On a cette notion très importante du prana. Le prana, c'est vraiment l'énergie vitale qui est dans la nature, qui est en nous et qui est également dans ce qu'on mange. Donc, on va privilégier en tips, surtout après les fêtes. Voilà, aussi une nourriture qui est vivante, qui est nutritive, avec du prana. Donc, ça passe par tout simplement avoir une alimentation de saison, locale, consommer du coup des produits d'agriculture biologique, tout simplement. Et d'avoir aussi une alimentation qui va être adaptée en fonction de ces doshas et de la saison. Donc, les conseils qu'on peut donner en hiver, qui sont, je pense, bons pour tous les doshas, déjà, ça va être de manger chaud et de boire chaud, tout simplement. En hiver, ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider notre feu digestif, puisque on considère qu'on va un peu pré-mâcher, entre guillemets, les aliments et aider notre feu digestif, du coup, à mieux fonctionner. Quelque chose de très simple à mettre en place aussi, c'est un petit peu les ratios dans son assiette. Moi, généralement, j'aime bien recommander à peu près 40% de légumes cuits, 40% de céréales et 10% de légumineuses. Ça donne au moins une idée assez globale sur ce qu'on peut faire pour soi très facilement. Moi, j'ai 2 enfants, c'est pas toujours simple de cuisiner tout le temps. Et en plus, mon mari est chef cuisinier, donc il aime bien les choses très riches, très grasses. Donc, c'est pas toujours simple de mettre en pratique à la maison. J'ai le même à la maison, Aurore. Ah bah voilà, tu vois. Il faut s'armer de beaucoup de patience. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'aime bien le côté alors batch cooking, tu vois. C'est-à-dire que tu peux quand même te préparer un bon houmous, tu vois, vert avec des herbes en amont le week-end. Également, tu vas te préparer un peu tes céréales aussi quelques jours en avance si tu n'as pas le temps de le faire forcément le soir. Je pense aux femmes aussi qui sont débordées, qui peut-être ne travaillent pas aussi à la maison, des horaires décalés, etc. Il y a quand même des solutions pour mettre ça facilement en place, et puis surtout pour avoir à manger quelque chose de prêt assez rapidement, quoi. Moi, j'ai pas mal de pita en moi, donc quand c'est l'heure de manger, c'est tout de suite et c'est pas dans 40 minutes, quoi. Donc je pense qu'effectivement, faut adapter aussi un petit peu les choses à notre vie quotidienne. Je parlais de céréales. Bon, bien évidemment, on privilégie les céréales complètes parce qu'elles vont être plus riches en fibres. Il va y avoir une meilleure assimilation et aussi très pratique. Ça va limiter les freins gras sucrés
Parce que pendant les fêtes, on a des petits excès de sucre rapide et ça nous crée des envies par la suite. Donc, pour limiter ça, effectivement, d'avoir des céréales complètes, ça va vraiment nous aider dans cette transition. Autre chose qui est très important, c'est de manger en pleine conscience. Souvent pendant les fêtes, on passe de longs moments à table, on papote, etc. On n'est pas vraiment concentré sur ce qu'on fait. Je pense que là, la règle pour janvier, le petit challenge que je vous mets, toutes les personnes qui écoutent, c'est de prendre un moment pour manger en pleine conscience, dans un environnement calme, de retrouver vraiment le plaisir de la sensorialité, du goût dans son assiette, pour soi et tranquillement en toute bienveillance, sans écran, sans enfants qui crient quand c'est possible. Voilà. Et puis oui, la dernière chose, c'est vraiment quand on consomme des fruits, ça c'est chouette, mais vraiment de le faire en dehors des repas. Pourquoi ? Parce que consommer un fruit à la fin d'un repas, tout simplement, ça va créer de la fermentation, puisque le niveau de digestion est beaucoup plus rapide pour les fruits. Avec le reste du bol alimentaire, ça va fermenter, créer des ballonnements, etc. Et c'est pile ce qu'on veut pas, surtout après les fêtes. Donc voilà, dans les conseils en alimentation que je peux vous proposer pour bien débuter l'année. Super. Est-ce que tu aurais peut-être des épices qu'on peut privilégier aussi à ce moment de l'année pour colorer nos plats et faire du bien à notre corps ? Absolument. J'en ai plein, mais j'en ai surtout sélectionné 3. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le gingembre. Donc ça peut être tout simplement en infusion. Ça peut être un petit morceau de gingembre qu'on va laisser dans de l'eau et qu'on va faire légèrement chauffer, qu'on va consommer. C'est vraiment bien, puisque le gingembre, ça stimule le système immunitaire et ça va nous booster. C'est vraiment un côté, ça réduit la fatigue, ça a un petit côté caféine sans l'effet négatif de la caféine. Et ça va aussi stimuler le système respiratoire. Alors juste attention, méfiance pour les personnes qui sont pitta. De ne pas utiliser trop de gingembre non plus, en quantité raisonnable, c'est mieux. Et ensuite, après, j'ai deux plantes que j'aime beaucoup. Il y a le tulsi, c'est le basilic sacré. Donc, en Ayurveda, c'est vraiment considéré comme un peu un élixir de vie. C'est antioxydant, ça va stimuler le système immunitaire et c'est un anti-stress. Donc, moi, je le consomme pas mal en tisane dans la journée. Et son équivalent, entre guillemets, avec une vision peut-être un peu plus locale, parce que c'est vrai qu'on parle de tulsi, de gingembre, etc., mais c'est pas toujours simple de le trouver. Et puis, faut pas que ça fasse non plus trop le tour de la planète quand c'est possible. Le plus simple, c'est le thym. Ça, c'est vraiment l'allié numéro 1 avec des vertus antivirales, antimicrobiennes, antiseptiques. Et c'est le meilleur remède contre tous les virus, tout ce qui est ORL. Moi, j'utilise aussi pour mes enfants la petite tisane au thym. Ça marche bien. Et c'est super bon en plus. Et puis on en a souvent dans son jardin, donc profitons-en avec des plantes locales, comme tu disais. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais on reparlait des doshas, de l'évolution des saisons, etc. Je trouve ça hyper sympa en été de commencer, tu vois, à te faire tes petites provisions pour l'hiver, de faire sécher ta verveine, par exemple, si c'est quelque chose que tu aimes. Je trouve que l'Ayurveda, c'est aussi ça, c'est vivre avec les éléments de la saison en soi et autour de soi, et donc un peu, entre guillemets, anticiper, préparer ces journées froides d'hiver. On a envie de se réchauffer avec des aliments de qualité qu'on aura mis de côté auparavant, quoi. Voilà. Exactement. OK, on a bien fait le tour de l'alimentation et puis des plantes. Est-ce que, je pense que tu as plein de conseils aussi, en termes d'hygiène de vie, de mode de vie? Oui, exactement. Alors donc l'hygiène de vie, donc la dinacharya, moi j'ai deux points essentiels. C'est le sommeil. Idéalement, on essaye de se coucher, Fondamental. n'est-ce pas? On essaye de se coucher aux alentours de 22h maximum. Pourquoi ? Parce qu'on parlait des doshas, et les doshas, ils sont aussi présents dans le cycle de notre journée. Et c'est vrai que jusqu'à 22h30, si je me trompe pas, on est en phase kapha. Donc, on va avoir peut-être un peu plus de lourdeur, plus d'ancrage, envie de tomber dans un profond sommeil. Le souci, c'est que si on ne s'endort
pas parce qu'on regarde une série sur Netflix ou, ou qu'on a son téléphone portable dans les parages, malheureusement, quand on passe après 22h30, on va passer en phase Pitta. Et donc là, on va souvent avoir un regain d'énergie et ça va être beaucoup plus difficile de trouver le sommeil. Donc, effectivement, idéalement, et je pense que la nature également nous encourage à ça parce qu'il fait nuit beaucoup plus tôt, c'est tout simplement d'aller se coucher un petit peu plus tôt, puis de dormir entre 22h et puis 7h du matin. L'idée aussi le matin, c'est de se réveiller dans une phase Vata, qui va être la phase du coup de transition pour avoir du coup une bonne énergie et être dans quelque chose de beaucoup plus léger, dans le passage à l'action. Voilà, pareil, au global, je pense que on est dans une société qui nous pousse beaucoup à l'action, etc. Et c'est aussi un des fondamentaux de l'Ayurveda, c'est de veiller à une certaine harmonie entre l'action et le repos, en fait. C'est OK, en hiver, de se coucher tôt, comme une grand-mère. Pas de souci. Je pense qu'il faut Avec le sa dire. petite tisane. Non, mais voilà. Et puis un bon bouquin, et c'est un moment propice à peut-être plus d'introspection, à de l'automassage. D'ailleurs, on va en parler aussi. Voilà, à prendre soin de soi d'une manière différente. Et puis, oui, en été, on ira danser pieds nus dans l'herbe ou se baigner dans le lac. Enfin, voilà, prendre l'air différemment, quoi. Mais faut accepter que c'est une phase comme ça. Et j'ajoute aussi, puisqu'on est en train de parler du système immunitaire, l'importance de se coucher tôt et avant le moment Pitta de la nuit. C'est qu'aussi dans cette phase Pitta, donc qui démarre vers 22h, 22h30, il y a un gros nettoyage qui se fait au niveau des organes, notamment le foie, et que donc ce nettoyage va contribuer justement au maintien du système immunitaire. Donc ça rajoute de l'importance de se coucher tôt. Exactement. Et toujours en dinacharya, du coup en rituel, quelque chose de très simple qui peut être fait le matin, c'est le lavage du nez à l'eau légèrement salée. On appelle ça le jalaneti. Et donc ça, tout simplement en nettoyant son nez avec de l'eau légèrement salée. Donc ça se fait dans un petit pot. Il faut un peu prendre on se teste quelquefois avant de se lancer dedans. C'est pas simple les premières fois, mais au fur et à mesure, on trouve ce qui est juste pour nous. Et ça va vraiment nous aider en limitant vraiment la congestion du mucus dans la sphère ORL. Donc ça, c'est quelque chose de très, très simple. Si le Jalaleti, c'est trop compliqué, il y a aussi des petits sérums Phi, qui peuvent aussi dépanner. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment bien. C'est quelque chose que vous utilisez, vous aussi, au quotidien ? Au quotidien, non, mais c'est vrai que je le fais de temps en temps et puis j'apprécie vraiment cette sensation de pureté qu'on peut ressentir après Jalaneti. Ouais. Pareil, moi au quotidien, c'est un peu trop agressif pour mon petit nez très sec. Mais sinon, dès que je sens un rhume pointé, c'est clair que le nettoyage du nez, il est primordial. Tout à fait. En plus de ça, en complément, tu as également des anutailam. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais il y a des petites huiles qu'on peut également se mettre dans le nez si tu as ce côté un peu trop sec, ou en tout cas ce ressenti assez sec. Et ça fonctionne très bien. Moi, je le fais souvent le matin avant de prendre ma douche. Et en fait, après, avec effectivement l'humidité de la douche, ça sort tout seul. Donc, effectivement, ça peut être aussi une bonne option. Ouais. Et pour les personnes qui ont le nez sec, effectivement, on peut aussi mettre juste un petit peu d'huile de sésame après Jalaneti, ça va très bien aussi. Oui, tout à fait. Ou du ghee, pour celles qui ont envie de se lancer aussi dedans. Mais effectivement, l'huile de sésame, tout à fait. Donc voilà, oui, effectivement, pour la dinacharya, alors à l'intérieur de ça, on peut rajouter aussi le massage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, je fais quotidiennement. Si j'ai pas, alors en Inde, les massages traditionnels, ça s'appelle les abhyanga. Abhyanga, ça veut tout simplement dire massage. Il se pratique le plus souvent avec de l'huile chaude. Et le massage, moi, je vois vraiment ça comme un outil thérapeutique, un acte de bienveillance, d'amour envers soi, où on prend vraiment le temps de toucher ce corps qui nous porte dans notre quotidien. Je le disais tout à l'heure, le divin, c'est dans le quotidien, et je pense que l'automassage, c'est vraiment quelque chose de simple qu'on peut s'offrir à soi. Donc, si on n'a pas forcément le temps, moi, j'aime bien au moins me masser le ventre. Plus, je trouve que pour nous, les femmes,
voilà, le ventre, c'est assez important. Il y a aussi pas mal d'émotions, il y a notre feu digestif, enfin, c'est le siège de tellement de choses différentes et de nos doshas aussi, que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Le massage, bien évidemment, aussi, quand on le fait sur tout le corps, ça va drainer la lymphe. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on mange, bon, bah, les nutriments vont circuler partout dans la circulation sanguine grâce à notre cœur qui va tout pomper. La lymphe, c'est différent. La lymphe, pour ça, il faut une activité physique. Il va falloir du coup bouger. C'est d'ailleurs pourquoi on recommande d'avoir une activité, un exercice physique quotidien et le massage en complément. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, l'automassage, pour les personnes qui ont une tendance un peu plus vata, on peut utiliser de l'huile de sésame, comme tu disais, Nat, tu vois, assez pratique et puis très simple, hein, une bonne huile première pression à base de sésame. Pour les pitas qui vont avoir besoin d'être un petit peu plus rafraîchis, de l'huile de coco. Et puis pour les kappas qui ont déjà une tendance assez entre guillemets ancrée, huileuse, etc., on va essayer de pas rajouter trop de gras et on va prendre une huile qui a des vertus plutôt desséchantes, comme l'huile de moutarde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer au quotidien, ou vous pouvez tout simplement vous offrir voilà un massage ayurvédique quand vous sentez que c'est nécessaire, que ça vous fait du bien. Moi perso, je m'en offre une fois par mois. Parce que se masser c'est bien, mais se faire masser c'est encore énergétiquement différent. Et puis les massages ayurvédiques sont toujours faits avec cette notion de prana, donc on va vraiment laisser circuler l'énergie, ouvrir tous nos canaux pour laisser aussi passer tous les déchets, toutes les choses qui se sont un peu accumulées en nous. Ouais, j'en profite pour faire un clin d'œil à Laetitia parce que moi aussi je me fais masser, tous les mois et même parfois tous les 15 jours quand je sens que j'en ai Ah besoin. oui! Ah oui, oui, c'est un indispensable, pour moi et effectivement ça contribue comme tu disais à aussi au nettoyage, émotionnel également donc c'est vraiment important, pour notre système immunitaire, ça va avec. Exactement. Bah là, j'ai animé un atelier samedi dernier où on a fait une initiation sur l'automassage et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le pratiquent pas par manque de temps ou parce que ça nous paraît complexe et en fait, finalement, tout le monde était ravi parce que c'est quelque chose de très, très simple. Et puis en automassage, bien évidemment aussi, on peut faire le visage. On a énormément de points aussi, marma, donc se masser la tête, ça fait un bien fou. Donc octroyez-vous franchement 5 à 10 minutes pour vous masser. Voilà, c'est un de mes conseils. Ouais, une fois qu'on l'essaye, en général, on l'adopte et on en a besoin au quotidien. Et c'est vrai que souvent, il peut y avoir aussi des femmes qui disent oui, mais après, je vais être huileuse et qui supportent pas trop l'aspect de l'huile. Donc, dans ces cas-là, on peut leur proposer de s'auto-masser avant la douche aussi. C'est pas toujours après la douche. Ça peut être avant si elles le préfèrent avec une huile bien chaude, justement. Et du coup, elles prennent leur douche, elles s'habillent et elles auront quand Absolument. même les bienfaits de s'être touchée, de s'être apporté amour et bienveillance à travers le soin corporel. Exactement. Et en parlant d'amour et de bienveillance, du coup, quelque chose d'autre qui est assez simple aussi à faire, c'est le yoga. Mmh. On y vient aussi, pratiquer le yoga le plus régulièrement possible, même si c'est pas très long, même si c'est pas 1 heure de yoga, c'est pas grave. Ça peut être 10, 15, 30 minutes. Le mot d'ordre, c'est vraiment la régularité, pour commencer à expérimenter, bah, les choses par soi-même. Le yoga, ça veut dire union, tout simplement. Et c'est vrai que souvent, on associe le yoga à une pratique sportive. Euh, Moi, j'aime bien souvent mettre les gens à l'aise en leur disant oubliez les yoginis qui font des postures inversées et des torsions très complexes. C'est vraiment pas l'objectif. L'idée, c'est plus un moment de reconnexion à soi. Et ça, pareil, on va le faire avec différentes postures. Moi, ce que je recommande généralement, c'est tout simplement le Surya Namaskar, la salutation au soleil, qui est une routine très très complète de 12 asanas, et ça va mobiliser la plupart des parties du corps et avoir un effet bénéfique sur la santé, tonifiant sur nos muscles. Ça va aussi fluidifier nos articulations, stimuler le système lymphatique et donc booster notre système immunitaire, et puis apaiser le système nerveux. Donc c'est vraiment le tout en un.
voilà, idéalement, c'est bien de le pratiquer le matin quand on peut, mais voilà, une fois de plus, beaucoup de bienveillance envers soi-même. On fait comme on peut, mais ça, c'est quelque chose de simple à mettre en place dans son quotidien. Ça demande un peu d'organisation et de temps. Ouais. Et avec le yoga aussi, enfin, pas seulement la pratique physique, mais aussi le pranayama contribue au système immunitaire. Exactement, ouais, tout à fait. J'allais y venir. C'est vrai que les pranayamas, on en a énormément en yoga. Dans pranayama, il y a déjà la notion de prana, hein, comme on le disait, toujours cette force vitale, l'énergie du souffle qui met en action notre organisme. Et puis yama, ça va plus être un peu le contrôle, la gestion. Et donc, dans le pranayama, on a tout un éventail de techniques. On va avoir des respirations qui vont réchauffer, d'autres qui vont rafraîchir. Et je pense pour moi, pour des gens qui ne pratiquent pas forcément, ou même tout simplement comme point de commencement, c'est juste la respiration yogique complète. Quelque chose de très simple. Mais voilà, c'est vrai que s'asseoir et respirer en pleine conscience. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cohérence cardiaque. Finalement, c'est complètement en lien avec le pranayama. Et il y a énormément de bienfaits. On va réduire notre hormone de stress qui est le cortisol. J'écoutais encore un podcast qui expliquait que je crois que 5 minutes de cohérence cardiaque, donc de pranayama finalement, ça te donnait des bienfaits pendant plus de 3 heures. Donc c'est vraiment un petit moment à s'accorder voilà, pour soi, qui va vraiment bien nous oxygéner et puis booster notre système immunitaire. On parlait yoga, on parlait pranayama, on disait d'ailleurs que c'est pas spécialement du sport, ou en tout cas pas à considérer comme du sport. Est-ce qu'il y a des activités par contre sportives que tu privilégierais pendant cette période de l'année ? Oui, alors tout simplement, moi je suis une grande fan de la marche. La marche, pourquoi ? Parce que ça nous permet quand même d'être en pleine conscience, de respirer. La course, c'est vrai que comme l'air est très très froid, effectivement, pour celles qui aiment courir, ok, mais dans ce cas-là, protégez-vous bien de manière à pas avoir trop d'air froid qui rentre dans votre organisme, parce que sinon, effectivement, le système ORL va pas apprécier. Mais tout simplement, oui, des grandes balades à la montagne, si vous êtes proche de la montagne ou en forêt, mais des activités, je dirais, plutôt douces. Ok. Eh ben, très bien. Je pense qu'on a fait un bon tour là de tous les petits conseils pour prendre soin de son système immunitaire. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire aux personnes pour clôturer cet épisode? Ouais, je pense que là, c'est le début de l'année. Alors, écoutez-vous, prenez soin de vous. J'en phase encore, mais la meilleure thérapeute que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Nous, on est vraiment là juste pour vous ouvrir la voie, vous proposer des outils. Donc, reprenez votre pouvoir, faites ce qui est juste et bon pour vous, essayez des choses, soyez curieuse et puis voyez ce que ça procure chez vous. Et si ça vous plaît, go! On y va et on essaye d'avoir le courage de mettre ça en place dans son quotidien. Et si des fois on n'y arrive pas, c'est pas grave, on se démoralise pas, on réessaye parce que on chemine toutes. Mais voilà, l'essentiel, une fois de plus, je pense que c'est d'avoir un bon niveau d'énergie pour soi et puis pour mieux donner aux autres et aux gens qu'on aime. Yes. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. Bon, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu es prête pour les questions rituelles? Non, mais ok, on y va. Ok, alors on y va quand même. Quel est ton rituel préféré? C'est l'automassage. Ce que je fais même en plus, j'ai aussi une brosse pour me faire tout simplement un petit drainage lymphatique, donc un brossage à sec. Donc ce que j'aime beaucoup faire, c'est le brossage à sec. Ensuite, je mets mon huile et j'insiste au moins sur le ventre quand j'ai pas le temps. Et après, je prends ma douche. Et alors là, les gouttes d'eau qui tombent sur mon corps, c'est juste incroyable parce que tout mon corps est prêt à recevoir cette eau, ce nettoyage, cette purification, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que je la reçois. Donc ça, je dirais que c'est mon rituel préféré. Ouais. Moi aussi, c'est mon rituel préféré. Ah, tu vois. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu tes projets pour les semaines, les mois à venir ?
Oui, avec grand plaisir. Et bien, écoute, là, je suis en train de travailler un peu sur mon site internet. C'est un chantier, comment dire, extrêmement long, difficile. On avance, on recule. Voilà, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Je prépare également une petite vidéo tuto sur l'automassage, qui est vraiment ma thématique du moment, puisque c'est quelque chose de très simple qu'on peut s'offrir très simplement. Et puis, je continue du coup ma formation en phytothérapie ayurvédique. Donc, l'idée, après, ce serait d'avoir un accompagnement encore un peu plus poussé sur la phytothérapie. Et projet extra, parce que bonne pita que je suis en train de développer des breaks thérapeutiques à destination des mamans. C'est un projet qui s'appelle Oui Mama. Et voilà, l'idée, c'est que la maman puisse prendre 3 jours pour soi, pour faire un peu le lien entre la femme qu'elle était avant et puis la femme qu'elle est aujourd'hui. Parce que souvent, quand on est maman, on ne prend pas le temps de faire ça. Donc, je pense que c'est nécessaire et ça devrait se démocratiser. Quel beau projet! Bah, tu nous tiendras au courant et puis on va mettre bien sûr Avec tes grand plaisir. coordonnées dans la description de l'épisode. OK, notre dernière question rituelle, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Vaste sujet. Je pense que j'aimerais remercier la nature. Parce qu'avec ce changement de vie que j'ai mis en place, j'ai réussi à me reconnecter à cette intelligence un peu cosmique dont on parle en Ayurveda, ce Mahat, ce grand tout. Et la nature, ça m'aide beaucoup à me reconnecter à ça, à me dire que je suis juste humaine, vulnérable, au milieu de toute cette grandeur et cette beauté, cette dame nature qui nous nourrit et dont on prend peut-être pas suffisamment soin. Voilà, j'ai envie de dire merci, d'être toujours dans la générosité. Je veux dire, la nature nous gâte. Soyons clairvoyants, observons un peu plus autour de nous que le divin, c'est aussi ça. C'est aussi cette nature autour de nous. Merci beaucoup Aurore pour tous tes conseils, pour ta présence lumineuse aujourd'hui sur le podcast Ayurveda. On était ravis de te recevoir. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invitée et merci pour ce moment. J'espère que ce sera utile. Sans doute, sans aucun doute. À bientôt Aurore, merci énormément. À bientôt, merci. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!